Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle météo. Alors aujourd'hui on a un petit problème de dépression qui Non décide... mais tu te crois où là? On dit mesdames, messieurs, bonsoir. Oui, non, je sais, mais c'est juste j'avais On l'habitude... s'en fout. Travaille plutôt, ok? Pardon. Bon allez, nous on y va. Il se fermera derrière comme d'hab. Amis du jour. Bonjour et bienvenue dans cette 4e saison de Critique Chronique. Peut-être la dernière, va savoir. Une saison placée sous le signe du mystère, comme nous en parlerons une prochaine fois. Vous verrez, je vous prépare quelques petits trucs. Aujourd'hui, pour commencer, une spéciale Je rattrape mon retard de l'été, où je vais traiter de tout ce qui s'est passé, qui m'a marqué, de juin à septembre, en 10 points. 10 étant le plus mauvais, et le 1 évidemment, le truc ultime qu'il fallait pas louper cet été. Commençons par le premier où je vais encore une fois pas me faire des amis. Amis du jour, rebonjour et re-bienvenue dans cette nouvelle édition de DC et Warner, mais what the fuck? Les mecs, Suicide Squad, encore une fois, un film dans lequel je voulais croire et qui m'a, une fois de plus, fait tomber de haut. Je change pas une équipe qui perd, visiblement. Pourtant, tout était réuni pour avoir un film fun, mais la faute à un scénario trop vide et à des studios probablement trop inquiets par le retour critique de Batman v Superman, nous obtenons une merde. C'est un film qui semble constamment prêt à démarrer, sans pour autant y arriver. On a l'impression de voir un énorme trailer. Et puis dedans, il y a des méchants. Non, parce que sincèrement, les mecs, si vous n'aviez pas les couilles d'aller jusqu'au bout de votre concept, il est mieux arrêter tout de suite. Parce que déjà, quand ils ont commencé à annoncer Will Smith en guise de méchant, j'ai commencé à être un peu méfiant. Visiblement, il y avait des raisons, quoi. Il y a une scène qui résume tout dans le film. À un moment donné, les méchants sont tous en groupe, ils sont là, ils vont vers leur première mission, et Will Smith, il est là, et il dit à Harley Quinn, genre, ouais, surveille et tout, on va tous les tuer parce qu'on est des méchants. 2 minutes après, il voit des civils se faire tuer, et il est en mode, ah non, non, attends, faut y aller maintenant, faut sauver des gens. Ouais, d'accord, c'est un petit peu léger comme switch de personnage. Margot Robbie en Harley Quinn, bon, elle est top, tout le monde le dit, jeune joueur au groupe, c'est indéniable, elle est probablement le meilleur élément du film. Par contre, en ce qui concerne Jared Leto, comment dire? Oui, il est bien, mais il est absolument pas extraordinaire. Faut se calmer les gens. Il a fait un boulot extraordinaire dans Dallas Buyers Club, ou même dans Fight Club, mais là, il fait juste le chef de gang un peu déjanté. Et alors, ces scènes dans le film, on a l'impression qu'on voit un truc indépendant dans lequel on l'a mis de temps en temps, juste pour dire... Mais il apparaît comme totalement sorti de l'histoire, et on dirait un gag presque, mais un gag pas drôle. Enfin, aucun intérêt à son Joker, j'ai trouvé particulièrement. Il a un look sympa, mais pour l'instant, on verra. Mais moi, là, il m'a rien dit. En résumé, le scénario est une vaste blague, et le film, l'énième preuve que Warner semble incapable d'adapter correctement le génial catalogue de personnages DC. Regardez. Le pire, c'est qu'à cause de ce film, Will Smith a dû refuser Indépendance des deux, qui doit être, à mon avis, nettement mieux, parce que il doit être nettement plus haut dans le classement aussi. Quoi? Qui est là? C'est des années 90. Et oui, avec la vague de nostalgie de ces derniers temps, nous voici donc avec la suite, 20 ans plus tard, d'Independence Day. Ce film fut la quintessence du blockbuster des 90s, avec des clichés qui lui sont propres et sa morale lourdingue. Et sa suite, quant à elle, présente plutôt des clichés qui lui sont propres et sa morale lourdingue. Ah oui, c'est de la merde. Passer les 20 premières minutes où il est toujours agréable de retrouver des personnages que j'ai au moins vus 2 fois, une fois au cinéma et une fois en DVD, il est triste de constater que le style visuel de Roland Emmerich n'a absolument pas évolué. Dans le mec, il détruit le monde pour vivre, c'est son métier. Et au niveau de son équipe de scénaristes, vous imaginez que ça n'a pas beaucoup évolué non plus à ce niveau-là. La seule chose qui s'est vraiment améliorée, c'est les effets spéciaux. Et quand bien même, on en reparle dans 20 ans aussi. Pas sûr qu'on dise la même chose.
Bref, ce film est une ressucée sans charme d'un succès qui date de 20 ans et dont la fin, que je ne spoilerai pas comme d'habitude, est digne d'une fin d'épisode ou même de publicité. C'est vous dire le level. À partir de là, verdict. Qui est là? C'est les années 90. Et oui, avec la vague de nostalgie de ces derniers temps qui s'apparente plus à un tsunami, ça donne un sentiment de déjà vu. Blair Witch est de re-retour avec une suite faisant plus ou moins abstraction du minable deuxième. Et bah, c'est quand même un reboot en fait, en vrai. Pas dans le fond, hein, puisqu'il s'agit du frère de l'héroïne du premier qui vient à la recherche de sa sœur presque 20 ans plus tard, encore une fois. Ils sont un peu lents, les mecs. Mais dans la forme, c'est exactement la même chose. Caméra, suspense. On revient à l'origine du found footage avec un film qui se passe majoritairement, 90% je pense, exactement comme le premier. Il n'y a aucune originalité. Si, là, il y a 2 innovations. Il y a un moment donné, waouh les mecs, on a des drones, dont on se sert à peu près 4 fois dans le film, et on a des caméras accrochées aux oreilles qui fait qu'on peut se voir les uns les autres et parler comme ça. Ça fait moins chiant. Bref, nous avons encore une fois droit à une ressucée du premier, qui n'apporte rien à l'intrigue, à la mythologie, que dalle, s'il y a un micro-truc à la mythologie, mais honnêtement, autant que vous en doutiez dans le premier, autant là ça paraît un peu évident. La fin est un peu différente, comprendre, au lieu de faire 2 minutes sur la fin, on va en faire 4. Voilà, je pense pas que ça soit un spoil, quand bien même on voudrait pas. Le gros problème de ce film, c'est qu'il ne bénéficie plus de la fausse véracité du premier. Quand on a essayé de nous le vendre en mode, non mais c'est vrai les mecs, on se doutait que c'était faux, mais je veux dire, il y avait au moins ce petit doute à la Cannibal Holocaust qui pouvait être sympa. Ici, bon, bah, c'est mort, évidemment, et du coup, on a fait une found footage de base, ce qui apporte rien, qui change rien à la donne, qui est déjà vu. Personnellement, j'ai toujours trouvé les documentaires sur la sorcière de Blair nettement plus terrifiants que les films en eux-mêmes. Verdict. Les studios qui nous ont offert les Mignons reviennent, ce coup-ci avec les animaux. En se basant scénaristiquement sur une seule phrase, mais que font-ils quand vous n'êtes pas là? C'est un peu pauvre, certes, mais ça marche pendant à peu près 15 minutes. 15 minutes où c'est sympa, c'est rigolo, des petites blagues, le caniche qui écoute du métal, lol MDR qui coulole. Ok, passé ça, malheureusement, on rentre dans le film d'enfant de base, ce qui est pas gênant, attention, si vous y allez avec vos têtes blondes, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que ce film manque de la patte des films d'animation contemporains à la Pixar, en gros, le fameux « les adultes s'amuseront autant que les enfants », c'est-à-dire un film qui a une double connotation. De la même manière que Là-haut, mon Pixar préféré, est toute une métaphore sur le deuil, qui échappera probablement totalement aux enfants, mais qui n'échappera pas aux adultes, ce qui fait que les deux parties s'éclatent autant. Comme des bêtes, malheureusement, c'est le film pour enfants de base. Donc passer les 2-3 rires de « ah, le chien il est marrant », bah, c'est un film pour enfants normal, quoi. Ce qui n'est pas un reproche, bien sûr. Voilà, c'est un fait. Aussi, malheureusement pour lui, le film souffre de la comparaison avec Zootopia. Bon, ça n'a aucun rapport, à part que c'est des animaux, mais bon, l'un, il a un scénario, un vrai bon scénario en plus, et l'autre, il a des blagues. Donc je sais, c'est totalement... ça veut rien dire de comparer ces deux films, c'est juste ces deux films sur des animaux, l'un Disney, l'autre pas Disney, mais bon, il y a une vraie différence de qualité. Bon, un des gros points positifs du film reste encore même que c'est évident que les scénaristes aiment les chiens et pas les chats. Parce que les chats, c'est nul. C'est pas vrai? Verdi. La nouvelle série du créateur de la bande dessinée The Walking Dead est sortie cet été, et il y est question de possession. Ça rime, donc c'est vrai. Pensez genre l'exorcisme, mais sur le long terme. Cette série est originale. Lente par son rythme, elle tient quand même en haleine par son ambiance visqueuse. Ça vous paraît un peu fou comme terme, mais si vous regardez la série, vous comprendrez pourquoi. De plus, elle développe des points de vue intéressants. Problème, ce rythme lent que je viens de citer casse un petit peu la progression de la série. Ce qui nous laisse au bout du compte un peu sur notre faim.
Pas dans le sens des réponses, parce que pas avoir toutes les réponses en tant que spectateur, si c'est pas mon moment d'avoir les réponses, je le comprends tout à fait, mais il y a quand même une différence entre pas nous donner de réponses et même pas nous donner des bribes d'informations ou quoi que ce soit. On reste vraiment énormément sur notre faim sur cette série. Donc pour l'instant, ouais, c'est bien, mais il faudra voir avec la saison 2 qui a été signée, si ça vaut la peine de tenir ou pas. James Wan, l'enfant prodige d'Hollywood, je dis n'importe quoi, est de retour avec un nouveau film qu'il a coécrit, qu'il a réalisé, qui produit probablement, Conjuring 2, le cas Enfield. James Wan, je le respecte beaucoup. Le mec, il a un peu rétabli le concept de peur lancinante au cinéma. Quelque chose qui avait été complètement abandonné au profit des peurs bouh, les jumpscares, qu'il y a quand même dans le film. Donc on va pas trop le glorifier non plus. Et même s'il tombe un petit peu dans la formule aujourd'hui, on ne peut que respecter son éclectisme quand on sait qu'il a aussi réalisé le dernier Fast and Furious. Ici, nous retrouvons les époux Warren, les Ghostbusters originaux, qui suivent une enquête bien particulière en Angleterre. Et ils passent totalement à côté de l'affaire d'Amityville, dont on voit une scène au début qui est pourtant leur plus célèbre, mais je crois que les studios n'ont pas les droits vraiment, donc je n'en parle pas. Ce film est de bonne facture, bien qu'un peu trop long. Les scènes de peur sont bien, mais pas extraordinaires. Seul point vraiment positif, le personnage de la nonne maléfique, qui franchement, visuellement, elle envoie. Le film possède un cachet de film d'horreur old school qui est toujours plaisant à voir. Petite parenthèse sans vrai rapport avec le métrage en lui-même, si vous l'avez vu au cinéma cet été, vous avez peut-être été confronté à un truc encore plus terrifiant que tout ce qui se passe dans le film. Les gros abrutis qui se trouvent dans leur salon avec leurs potes alors qu'ils sont au cinéma, mais ils sont trop cons pour le comprendre. Vous en avez vu? Ouais, ça en a entendu surtout. Parce que moi j'en ai vu un paquet. Putain! Ah les gros cons! Si vous avez croisé de ces gros abrutis qui crient, hurlent dans la salle, font du bruit juste pour le plaisir de se faire remarquer, je suis désolé pour vous. Au final, ma séance a été plus prenante que le film en ce qui concerne le fait de réprimer mes envies de meurtre, ou pas. Verdict. La surprise ciné de l'été nous vient de Corée, ça arrive, donc c'est vrai, avec un film de zombies. Les rageux à la Danny Boyle, pas les lents mous à la Romero ou Walking Dead. Ce film a la particularité de se passer dans un train. Film de zombies qui se passe dans un train, pardon. Plein de suspense, d'action, c'est une excellente surprise qui se veut, qu'elle le veuille ou non, un spin-off du film World War Z avec Brad Pitt. Franchement, c'est le film compagnon, c'est-à-dire que tu vois l'un, tu vois l'autre, tu sais que ça se passe dans le même esprit, quoi. Sans être révolutionnaire ou extraordinaire, Le Dernier Train pour Busan est un très bon film. Voilà, j'ai rien d'autre. Verdict. Retour aux séries avec deux ex-aequo qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. D'abord, la nouvelle série HBO de Danny McBride, Vice Principals, une comédie où il interprète l'un des deux vices principales, évidemment, qui cherche à prendre la place, le calife à la place du calife. Vous m'avez compris, seulement son ennemi est l'excellent Walton Goggins, ancien de The Shield, Justified et nouveau régulier de Tarantino. Donc pas la filmo où tu rougis, quoi, en fait. C'est de l'humour gamin qui marche comme un défouloir, 30 minutes, 9 épisodes par saison, ça passe tout seul. La première saison vient de se finir, il y aura une deuxième, je crois qu'il n'y en a que deux d'ailleurs. C'est fun, ça mange pas de pain. Merde. Seule série qui n'est pas une nouveauté mais dont je parle ici pour la première fois, BoJack Horseman, une série Netflix. BoJack Horseman, série comico-dépressive, vient de finir sa 3e saison. C'est un diamant noir, une série d'animation sur le spleen, la dépression, on va dire, en gros, qui se passe dans un monde où les animaux et les humains vivent en harmonie. Cherchez pas à comprendre, c'est normal. Elle tourne autour d'un ancien acteur de sitcom, le BoJack du titre, qui a en gros été une star de sitcom à la Arnold et Willy et qui essaye maintenant de revenir sous le feu des projecteurs. Magnifiquement écrit et joué, ça vous remontera peut-être pas le moral, mais personne ne pourra nier la qualité du produit. Verdict. À la 3e place, un nouveau coup de HBO qui présente sa nouvelle mini-série, donc une série qui se passe de A à Z comme un film, si vous voulez. En 8 épisodes, je veux parler de The Night Of. Nous suivons les tribulations d'un jeune homme accusé de meurtre. Une manière de suivre de l'intérieur les rouages du système judiciaire américain. Une sorte de version filmée des documentaires de Jean-Xavier de Lestrade.
Là, ça sent l'histoire vraie The Night Of, mais c'en est pas une. C'est surtout un remake tiré d'une série anglaise qui s'appelle Criminal Justice. Tout ça pour obtenir au bout du compte un petit bijou de narration, de réalisme et d'oppression. Verdict. En numéro 2, un film de cinéma. Un bon film, un excellent film, The Witch. Un film ensorcelant, prenant, pesant, magnifiquement filmé par le réalisateur accompli Robert Eggert, dont c'est ici le premier film. Mais il doit aussi son succès à son scénariste, Robert Eggert. Donc bon, le mec, on va en entendre parler, quoi. Il est bon. Il est bon. On dirait une sorte de pendant positif à Blair Witch. Genre, le truc, aucun rapport, hein, c'est pas du found footage, évidemment que dalle. Ça se passe il y a super longtemps aux États-Unis, mais il y a quelque chose de pesant, de prenant qui fonctionne carrément dans ce film. Bref, c'est un film de peur comme on n'en fait plus, qui prend intelligemment son temps. Le tout fait monter une pression malsaine qui mène au bout du compte à un film grandiose. Verdict. Enfin en premier, vous le savez, vous l'attendiez, Ninja Turtles. Stranger Things, évidemment. Qui est là? Les années 80. Netflix marque encore des points avec cette série magnifiquement exécutée qui rend hommage sans profaner. Stranger Things suit 3 groupes de personnes. Des enfants, pour l'aspect les Goonies, film d'aventure, des ados, pour le côté Halloween, film d'horreur, et des adultes, pour l'aspect Les Dents de la Mer, thriller. Le tout face à un mystère digne d'un film mixé entre une réalisation de Spielberg, un scénario tiré d'un Stephen King et une musique de John Carpenter. Si vous me connaissez, c'est un peu le tiercé gagnant, là, en fait, quasiment, pour moi. C'est le numéro 1 en même temps. L'acting est au top. Winona Ryder, David Harbour, sans oublier les enfants qui sont vraiment excellents. Direction d'acteur, là, les mecs, c'est du gros niveau. Jusque dans le grain de l'image, tout dans cette série est construit comme un hommage au cinéma PG-13. Un cinéma qui se voulait aussi prenant qu'intelligent, et c'est le cas ici. Reste quelques petites erreurs comme certains choix visuels à l'opposé de l'hommage en question. Oui, je parle des effets spéciaux comme d'habitude. Mais bon, ça passe, honnêtement, ça va, ça passe. Ça se pardonne, on va dire, ça se pardonne. Bref, ces épisodes se regardent comme un long film, sans qu'il y ait de problème de rythme. Bref, Stranger Things est la saga de l'été. La série ou le film fleuve qu'il ne fallait pas manquer cet été, et évidemment le numéro 1 de notre top. Une série qui se découvre comme un vieux film oublié derrière le comptoir de votre vieux vidéoclub de quartier. Bref, maintenant que vous et moi on a mis le passé au point, on peut aller de l'avant. Sur ce, je vous dis amis du soir, bonsoir. Merci de votre précieuse collaboration. Ah, oh, ça va être horrible le son, je le sens. Suicide Squad, encore une fois, Suicide, c'est un film qui nous... Non, arrête de mordre. Ici, nous retrouvons les époux Warren, les Ghostbusters originaux, qui vont... D'abord, la série HBO de Danny McBride, Vice Principal. Ça te fait quoi d'être pour la première fois à la télévision? L'acting, reste des petites erreurs comme certains choix visuels. Marty. Il s'appelle Marty. Comme Marty McFly. Oui, c'est Marty McFly. Mais arrête de le casser ce truc, putain.